Bonjour, je suis Sylvie Ambroise. Bienvenue aux nouvelles nationales d'APTN. Onde de choc chez les Atikamekw. Wemotaci se retire de la corporation du Conseil de la Nation Atikamekw en rapatriant des programmes pour se bâtir une autonomie gouvernementale. Un reportage de Shushan Bacon. Wemotaci s'est levé un vendredi matin, une journée ressemblant à toutes les autres, jusqu'à l'annonce de son conseil. Premièrement, là, ça a été une surprise, une très grosse surprise d'entendre dire ça que le conseil se retirait du CNA. Ça a été presque un choc pour moi. Wemotaci surprend sa population en annonçant sa décision de vouloir se retirer du Conseil de la Nation Atikamekw à compter du 1er avril. Les programmes visés sont les services sociaux, l'éducation, les services techniques, le développement économique et le développement de la main-d'œuvre et de l'employabilité. Selon François Néachit, chef de Wemotaci, cela va prendre 12 à 24 mois pour effectuer le transfert des programmes. Nous, on avait des aspirations, c'est des choses qu'on voulait faire, et on était comme bloqués. On avait l'impression là, qu'on faisait seulement du surplace. Néachit dit qu'il ne retirera pas tous les programmes car il y a des dossiers qui sont rassembleurs, comme celui concernant la protection de la jeunesse. Nous, ici, on trouvait qu'on était rendu à un stade là, où est-ce qu'on devait redéfinir là, nos relations, pas seulement avec le CNA, mais aussi avec les deux autres communautés. Là-bas aussi, ça c'est la communauté de Wemotaci. Constant Awashish, grand chef du Conseil de la Nation Atikamekw, n'a pas rencontré le chef de Wemotaci, mais il affirme être ouvert au dialogue qui est difficile en ce moment. Non, on n'a pas eu de rencontre pour le moment. Je sais qu'il y a eu beaucoup de réactions. Il ajoute qu'il y a plusieurs étapes à faire pour rapatrier ces programmes. Si ça ne se fait pas en coup d'éclat comme ça, on a rassuré nos membres, mais également tous les gens de Wemotaci qui téléphonaient ici au bureau. Les gens des autres communautés qui déplorent la situation également. C'est la salle de réunion des négociations. Une rencontre entre Wemotaci, Obidjwan et Manoan est prévue après la semaine de relâche pour discuter d'une mise en place d'une structure mieux adaptée à chacune des communautés. Chilton va avoir besoin plus qu'une approbation pour sa part concernant la position de son conseil. Non, je suis pas d'accord. Parce que si on fait ça, on s'isole. Et en s'isolant, on devient plus faible face à la négociation. Tandis qu'en étant unis les trois ensemble, la force est plus forte. L'unité est plus forte. Shushan Bacon, Nouvelle nationale d'APTN, Wendake, Québec. Au moment de sa nomination au poste de ministre responsable de la lutte contre le racisme du Québec mercredi, Benoît Charette a affirmé que la réforme de l'éducation était au sommet de sa liste de priorités. Et le moment est bien choisi. Jeudi, un groupe d'étudiantes autochtones de l'Université Bishop a rendu public des allégations de discrimination et de mauvais traitement sur le campus. Un reportage de Lindsay Richardson. En septembre 2020, le discours de graduation de l'Université Bishop's faisait allusion à la nécessité d'apporter des changements. Bishop's is far from reflecting the diversity of Canada in its students, staff, faculty, administrators, and governors. 5 mois plus tard, un groupe d'étudiantes autochtones affirme que ces tentatives de créer un changement n'ont pas donné les résultats escomptés sur le campus. There was a lot of eye rolling and there was a lot of negative tones in the way they were responding to our questions. You know, it's been a battle to try to express our needs as First Nations. When we try to help, we are looked down upon, we're downgraded. Ces femmes font partie de l'Alliance culturelle autochtone de l'université située à Sherbrooke, à l'environ 2 heures à l'est de Montréal. Avec l'aide du Centre de recherche-action sur les relations raciales, ou CRAR, elles ont rendu leurs préoccupations publiques, notamment
Le groupe de travail sur la diversité sur le campus ne reflète nullement la diversité. Les professeurs autochtones sont sous-représentés. L'université est insensible à la reconnaissance des terres et le Centre culturel pour les étudiants autochtones construit au coût de 6 millions de dollars est tranquillement récupéré pour faire place à des espaces de bureaux. We were told that we can't get everything that we want. We've had a lot of comments about how we should be grateful for even getting a space. Cassie Purley affirme avoir été victime de représailles pour avoir signalé des erreurs dans les documents de cours. I had a teacher who was mispronouncing, misspelling a lot of the Indigenous stuff. I sent him an email and trying to help him out, and I was downgraded for it, and I was singled out in class. I was not given homework back. He would purposely fail me and stuff due to this thing. And even when I brought it up to other people's attention, nothing was done. Le groupe d'étudiantes a évoqué la possibilité que des aînés soient invités à prendre la parole. Et l'université a répondu que si ceux-ci ne pouvaient pas le faire gratuitement, c'était impossible. We would love to have so many speakers, but we just don't have the budget for that. And it's not like Bishops is throwing money to help us get these speakers. Bishops must do better. Dans une déclaration, l'Université Bishops a réitéré leur intention de continuer à améliorer la situation sur campus. Ces étudiantes croient que la première étape consistant à reconnaître le changement systémique doit fonctionner dans les deux sens. Lindsay Richardson, Nouvelle nationale d'APTN, Montréal. C'est une première au Canada. Une rivière d'une longueur de 300 km située au Québec a reçu le statut de personne morale, ce qui la protège contre les potentielles exploitations par des sociétés d'hydroélectricité. La rivière McPhee est située en territoire Innu. Elle est bien connue des amateurs de pêche au saumon et de rafting, en raison du potentiel énergétique de la rivière. Les précédentes tentatives pour la protéger ont été bloquées par Hydro-Québec, de sorte que le Conseil des Inuits de Equandik et les dirigeants municipaux de la Mangani ont dû adopter des résolutions parallèles pour octroyer 9 droits légaux à la rivière, lesquels sont comparables à ceux d'un être humain. Des gardiens seront nommés pour protéger la rivière McPhee autant devant les tribunaux qu'en dehors de ceux-ci. Au retour, on vous parle d'une femme Aïsla qui, après avoir donné naissance à son enfant, dit avoir été abandonnée et ignorée par le système de santé en Colombie-Britannique. Restez là. Bienvenue aux Nouvelles nationales d'APTN. Après avoir donné naissance à son premier enfant le mois dernier, Sarah Morrison a quitté l'hôpital les bras et le cœur vides. La femme Aïssa affirme qu'on lui a refusé des services et qu'elle a été abandonnée et ignorée par le système de santé de la Colombie-Britannique au moment où elle en avait le plus besoin. Elle a discuté de son expérience avec la journaliste d'APTN, Kathleen Martin, et mise en garde. Le sujet pourrait indisposer certains téléspectateurs. Hi, Carly. I may have decided to make this for you right now. There's your mom. Okay, this is when you're being born. Here's Dad. I'll let you see. I don't know how to turn it on because I'm not very good. Le journal vidéo de Ronnie Luft était censé raconter une histoire heureuse pour lui, Sarah Morrison et leur nouveau bébé. Il s'agit plutôt de preuves dans la poursuite intentée par le couple de Kitima. Le couple allègue avoir obtenu des soins médicaux déficients et avoir été victime de stéréotypes raciaux. L'histoire commence le 27 janvier à l'hôpital de Kitima, où Sarah Morrison, dont la grossesse est prolongée depuis 2 semaines, arrive à la suite du début de ses contractions. Elle y apprend que le rythme cardiaque de son bébé est très élevé. Selon la poursuite, la grossesse de Mme Morrison s'est déroulée sans incident. Cependant, le médecin refuse qu'elle soit admise à l'hôpital. And he said, that he couldn't do anything for us, and that we should have just went to Terrace
Sarah Morrison explique qu'ils ont ensuite quitté l'hôpital et appelé une ambulance. And they came, picked us up at the front, and brought us to the back where the emergency is. And then we sat there for a while, and the ambulance attendant asked us if we could pay. Said, I don't care how much it is, we'll pay. Selon Mme Morrison, l'ambulancier a refusé de les reconduire à Terrace. Mme Morrison et M. Loft espéraient encore faire la connaissance de leur fille ce soir-là. Mme Morrison et M. Loft espéraient encore faire la connaissance de leur fille ce soir-là. Le père de la jeune fille a rejoint le couple à l'hôpital de Kitima, puis s'est rapidement engagé sur l'autoroute afin de se rendre à Terrace, qui est située à environ 45 minutes de là. Les contractions de la jeune femme continuaient. Son stress augmentait. Mais le couple était toujours optimiste. Toutefois, les choses ont changé pour le pire. Il était 20 heures lorsqu'elle est arrivée à l'hôpital de Terrace. Elle n'y avait jamais mis les pieds. Selon la poursuite, son dossier médical contenait des renseignements erronés et des stéréotypes raciaux. Notamment, elle était dans une relation de violence, ses parents avaient le diabète, ses parents étaient alcooliques et se remettaient de leur dépendance à la drogue, elle était déprimée. And then they brought us to a room, and the doctors strapped me to the bed for a thing that was supposed to monitor my contractions, and they were trying to find her heartbeat for a very long time, and they said they were having difficulties, so I tried to ask for a C-section. I begged for a C-section, and all the doctor said was that he didn't see the point. Madame Morrison affirme que le médecin exprimait des inquiétudes au sujet de sa santé. It wouldn't be in best interest for my future pregnancy, says that she is my future, please save her. And he just ignored me. Madame Morrison indique qu'elle a accouché naturellement de sa fille le 28 janvier, tout juste avant 2 heures du matin. And then when I gave birth, all they did was wash her off and hand her to me. They wouldn't resuscitate her. La mère de Mme Morrison était présente lors de l'accouchement et pendant l'entrevue en guise de soutien. Selon Sarah Morrison, le père était trop ébranlé pour participer à l'entrevue. Le couple allègue que la mort de leur fille était évitable. La poursuite vise 2 hôpitaux, 5 médecins, un membre du personnel infirmier et la Régie de la santé du nord de la Colombie-Britannique. La poursuite allègue que les blessures ont été causées par la négligence du médecin, les défendeurs ont manqué à leur obligation de fournir des soins dans le respect des normes attendues d'un médecin dans la province de la Colombie-Britannique, en plus d'avoir traité les demandeurs avec une indifférence délibérée et fondée sur la race. Aucune de ces allégations n'a été prouvée devant un tribunal. La Régie de la santé a publié une déclaration dans laquelle elle indique qu'elle examinera les allégations de racisme envers les Autochtones. Ces allégations sont prises extrêmement au sérieux et nous croyons que l'examen en cours nous permettra de comprendre ce qui s'est passé à partir de l'expérience de cette famille, du personnel et des médecins. I tried resuscitating her for hours. You did? I did. I did everything for my baby. They didn't do anything. All they did was hand me my baby. Monsieur Loft et Madame Morrison affirment qu'ils souffrent de traumatisme émotionnel et psychologique et d'anxiété et qu'ils ont perdu leur volonté de vivre. Aucune défense n'a été présentée à ce jour. De plus, il n'y a pas de date limite pour l'examen afin de savoir ce qui est arrivé à Sarah Morrison et son bébé. Kathleen Martins, Nouvelle nationale d'APTN, Kitima, Colombie-Britannique. Après 2 ans et plus de 500 heures de travaux de restauration,
Une coiffe cérémonielle rare sera rapatriée à l'Institut culturel CRI d'Ojebogumu. Il se trouve dans un musée de Montréal depuis les années 1940. Des chercheurs de l'Institut culturel CRI ont retrouvé le capuchon en 2019. Il était répertorié dans le catalogue du musée de la Chine. On ne sait pas exactement comment le capuchon s'est retrouvé à Montréal. Il aurait été confectionné autour de 1850 et aurait appartenu à Jane Gunner, la femme d'un ancien grand chef de Mistassini. In this sense, this object, this beaded hood, speaks to us in a way that it cannot speak to anyone else. For many other people, it's just that, an object, certainly a beautiful object. But for us, for the Cree people, it is full of meaning that we can feel, meaning that touches us in a very deep way. It is an object that connects us with our ancestors and which connects us with our ancient cultural tradition. Après la pause, je vous présente une entrevue avec deux journalistes, Alexis Riopel et Michael Robel, qui ont réalisé une enquête avec l'eau potable dans les communautés autochtones. Soyez là. Bienvenue aux Nouvelles nationales d'APTN. Dans plusieurs communautés au Québec, il n'y a pas d'eau courante. Et dans plusieurs communautés, il y a des problèmes de qualité de l'eau. Existe-t-il une eau potable au Québec dans les communautés? Nous recevons cette semaine deux journalistes, Alexis Riopel du Le Devoir et Michael Robel de l'Institut de journalisme d'enquête de Concordia. Ils ont réalisé une enquête sur l'eau dans les communautés au Québec qui a été publiée dans Le Devoir et en anglais au APTN News récemment. L'enquête a découvert que le plomb dans plusieurs CPE et écoles autochtones contenait plus que la limite permise. Les voici. Quoi à vous deux? Bonjour. Bonjour. Il y a eu en 2017 une campagne d'échantillonnage de l'eau qui a été faite par le Service aux Autochtones Canada dans les écoles et les CPE des communautés autochtones au Québec. Parlez-nous du résultat de votre enquête. Oui, c'est des documents qu'on a obtenus qui n'étaient pas publics jusqu'à présent. On a appris que dans les tests en 2017, il y a 16% des 900 robinets qui ont été testés où est-ce qu'on a constaté un excès de plomb dans l'eau. Donc, on a détecté c'est-à-dire le gouvernement, en prenant des échantillons d'eau, a détecté plus de 5 microgrammes par litre de plomb dans l'eau. Donc, c'est potentiellement dangereux pour la santé. Il y avait quelques-uns de ces robinets-là où le taux de plomb est encore plus élevé. Puis c'est bon de noter que ces robinets-là dans les écoles et les CPE avaient été choisis parce qu'ils pouvaient servir à faire la cuisine ou c'était de l'eau qui pouvait être bue. Donc c'est comme ça qu'ils avaient été choisis par le ministère. Vous avez essayé de rejoindre les autres communautés. Quel était le principal obstacle pour obtenir les données? On a pu rejoindre 25 communautés. Puis plusieurs ont accepté de partager avec nous les résultats de ces tests pour le plomb qui ont été réalisés. Et puis, parmi les responsables qui nous ont répondu, il faut dire que certaines ne se souvenaient plus d'avoir réalisé ces tests en partenariat avec Service aux Autochtones Canada. D'autres n'avaient pas les résultats, ne pouvaient pas nous les transmettre immédiatement. Certains ont dû appeler SAC pour obtenir les résultats. C'était donc un travail sur plusieurs mois. Puis finalement, quelques communautés ont accepté de transmettre les résultats dont on a rapporté ces résultats-là dans le reportage. Il y avait par exemple des excès de plomb dans la communauté de Listugouche, aussi à Matimecoche. Donc tout cela a été rapporté dans l'article.
J'ai vu aussi dans l'article que la solution de laisser couler l'eau une dizaine de minutes, est-ce que c'est efficace? Parlez-nous des différentes solutions. Oui, parce que effectivement, à la suite de ces tests-là, où on a constaté, c'est-à-dire le gouvernement a constaté qu'il y avait parfois trop de plomb dans l'eau, il y a des consignes ou des conseils qui ont été donnés aux différentes communautés autochtones. Mais ce n'est pas des conseils qui sont toujours très appropriés selon des experts qu'on a consultés. Un des conseils principaux, c'était de laisser couler l'eau chaque matin ou le lundi matin pour évacuer le plomb dans l'eau. C'est vrai que de rincer les tuyaux, ça peut fonctionner juste avant de prendre un verre d'eau pour évacuer le plomb, mais ce n'est pas une solution qui va fonctionner pour toute la journée ou toute la semaine parce que après une demi-heure après avoir fait un rinçage du tuyau, le plomb va à nouveau se transmettre dans l'eau stagnante, dans l'eau qui est présente dans les tuyaux, puis la concentration de plomb va revenir à 45% de sa valeur initiale. Donc, c'est une solution, c'est mieux que rien, mais c'est une solution temporaire. Tandis que d'utiliser des filtres, ça permet d'enlever le plomb, ce qui est beaucoup plus sécuritaire, ou sinon de carrément changer un robinet, changer la plomberie, c'est aussi une solution qui fonctionne bien. Puis c'est peut-être bon aussi de rappeler que de faire bouillir l'eau, ça n'a aucun effet sur le plomb, ça règle pas le problème. Donc, les filtres et le remplacement de la tuyauterie, c'est des choses qui peuvent être envisagées plutôt que de rincer les tuyaux. Concrètement, selon vos recherches, qu'est-ce que cela fait que le plomb, s'il s'est ingéré? Les jeunes sont vraiment vulnérables au danger du plomb, puisqu'une exposition peut affecter le développement de leur cerveau. Des études scientifiques ont notamment établi un lien entre l'exposition au plomb et le trouble du déficit d'attention avec ou sans hyperactivité, le TDAH, une baisse du QI également et des retards de développement. Donc, tous les experts du milieu nous ont dit qu'il faut vraiment réduire au maximum l'exposition au plomb des jeunes enfants, particulièrement ceux sous l'âge de 6 ans, pour s'assurer qu'il n'y a pas ces effets-là sur leur développement neurologique. Les données datent de 2017. Qu'en est-il aujourd'hui? Le premier ministre, je crois, a demandé une autre échantillonnage. Oui. Le ministère Services aux Autochtones Canada a demandé d'autres tests, ou en tout cas, c'est ce qu'ils nous ont dit. Ils nous ont dit qu'ils avaient conseillé certaines solutions, puis ensuite avaient demandé de faire de nouveaux tests. Par contre, ils ne nous ont pas transmis les résultats de ces tests-là. Ils ne nous ont pas dit si tous les problèmes avaient été réglés. Donc, on ne sait pas exactement. Ce qui est certain, c'est que certaines communautés, comme celle de Mattimécoche, où les responsables nous ont dit « Ah non, il n'y a pas eu d'autres tests qui ont été faits après 2017. » Donc, la situation réelle est peut-être encore un peu inconnue, tant du côté du gouvernement que des responsables dans chaque communauté. Donc, c'est un dossier qu'il faudra suivre. Puis, c'est un des objectifs de notre reportage aussi, de faire en sorte que les gens soient au courant du problème, puis qu'il puisse y avoir un suivi qui est fait, puis peut-être d'autres solutions mises en place. Je vous remercie d'avoir été avec nous. Merci beaucoup. Ça fait plaisir. Merci. Jamais. C'est ce qui conclut le bulletin de nouvelles nationales d'APTN. Je vous souhaite à tous une très belle semaine de relâche. Je suis Sylvie Ambroise. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres. Prenez soin de vous et à la semaine prochaine. Yamé.